Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette deuxième journée du Carrefour de la migration. Un carrefour cette année, cette édition qui se tient en ligne, vu le contexte sanitaire. Mais les débats continuent d'être riches. On l'a vu hier, dans cette première journée, avec des mots d'introduction, avec les keynotes de Françoise Verzès, qui ont été très forts sur plusieurs choses, sur les conditions de prise en charge des migrants, et le panel sur l'impact du Covid. En ce deuxième panel, on a tenté de poser une question et de tenter aussi d'avoir des éléments de réponse. Peut-être qu'on n'aura pas une réponse sur cette question, pourquoi le Maroc a besoin de ces migrants, mais on aura des éléments de réponse. Et on a la chance d'avoir avec nous 5 intervenants, 5 personnalités qui, chacun de son côté, a une expertise, une connaissance, un rapport au terrain, des études, des enquêtes, pour pouvoir nous apporter des éléments de réponse à cette question. Je rappelle que depuis 2013, le Maroc a adopté une stratégie nationale d'immigration et d'asile, la SNIA, et la stratégie a permis de lancer des débats, des discussions, des réflexions autour de ces questions de l'intégration. À mon sens, nous ne sommes pas allés aussi loin dans cette discussion. Dans le feu de l'action, dans l'énergie qu'il y avait et qui est toujours là, de lancer des projets, d'accompagner les personnes installées, d'étudier, de revoir les lois, même s'ils n'ont pas encore sorti. Mais on n'a pas encore posé ces questions de choix de société, les questions de l'intégration, la société d'accueil, le rapport aux nouveaux arrivants, quelle place pour ces nouveaux arrivants, et la question économique, de l'intégration économique et des conditions d'intégration des personnes et des travailleurs étrangers installés au Maroc, leurs conditions de travail, le contrat de travail, la vulnérabilité, etc. Donc, on va essayer de répondre à l'ensemble de ces questions. Peut-être pas tous, pas toutes, mais on va essayer d'aborder et d'apporter des éléments de réponse. Donc, pour cette discussion, on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Madame Leila Ouchani, qui est chef de division au ministère délégué auprès du ministère des Affaires étrangères, chargé des Affaires étrangères de la coopération africaine. Alors, on a avec nous M. Mekib Nani, ingénieur général au commissariat au plan. C'est un expert sur les questions migratoires parce qu'il a réalisé plusieurs études et enquêtes, notamment l'enquête qu'il va nous présenter aujourd'hui sur la situation des réfugiés durant la période du Covid. On a avec nous Armande Laure Bandanté, qui est présidente fondatrice du réseau des femmes immigrées et épouses. Et on a avec nous Ruben Yoma, Odeo, directeur artistique et artiste du Minority Globe, qui est un groupe artiste très actif dans tout ce qui est création artistique en lien avec les questions de mobilité. Et enfin, on a avec nous Lamia Roufrani, qui est conseillère technique, point focal genre, à l'Agence de coopération internationale allemande, la GIZ. Merci à toutes et à tous d'avoir accepté l'invitation de la Fondation Heinrich Böll et nous faire le plaisir d'être avec nous ce matin pour cette discussion. Donc, pour démarrer, je vous poserai la première question. Juste un propos préliminaire en 5 minutes pour démarrer, et ensuite chacun de vous pourra développer par la suite. Mais d'abord, je voudrais avoir une réponse succincte. Pourquoi le Maroc a besoin de ces migrants? On commence avec vous, Madame Ouchani. Le micro, s'il vous plaît. C'est bon? Vous mettez... C'est bon, ça marche. Parfait. Donc, je tiens tout d'abord à remercier la Fondation Heinrich Böll pour cette invitation. Comme vous le savez, le Maroc, depuis 2013, il a adopté une nouvelle politique migratoire, car il est tout d'abord convaincu du rôle central que les mobilités jouent dans le développement humain.
En effet, le migrant n'est pas une simple force de travail, il est aussi porteur de valeurs, d'idées, de promesses pour l'avenir et aussi de richesses pour lui, pour son pays d'accueil et pour son pays d'origine. Merci. Merci beaucoup. On passera à M. Kibnani du HCP. Avant de présenter votre étude, les résultats de l'enquête, je vous demanderai votre réponse peut-être personnelle. Pourquoi, ou vous en tant qu'expert, pourquoi le Maroc ou un pays a besoin d'immigrants, de nouveaux arrivants? En 5 minutes aussi. Merci pour l'invitation. C'est avec un grand plaisir que je suis présent avec vous pour vous présenter le HCP à cette manifestation. Alors, pour essayer de... C'est une question très large et très difficile. Je vais essayer d'apporter mon point de vue, c'est que le Maroc a toujours, je dirais, besoin de nouveaux arrivants. Historiquement, ça a été toujours je dirais, ça a été toujours une terre d'accueil. Il a toujours cultivé cette tradition traditionnelle, cette culture d'hospitalité. Alors, leur accueil, je pense, moi, que l'accueil de ces nouveaux arrivants, c'est une richesse sur tous les plans, du point de vue tout d'abord culturel, religieux et linguistique. Sur le plan économique, je pense que leur accueil ou ces nouveaux arrivants, je peux le considérer comme une valeur ajoutée, une richesse, une valeur ajoutée supplémentaire. Cette diversité va nous apporter, la diversité va nous apporter, je pense, des compétences nouvelles, des connaissances nouvelles. Et voilà, donc je vais m'arrêter là. Merci. Merci beaucoup pour cette réponse succincte et claire. Apport économique, richesse culturelle, diversité. Je passe directement à Laure. Vous, votre point de vue de défenseur des droits des migrants, association de défense des femmes, pourquoi le Maroc, un pays, a besoin des migrants, à votre avis? Alors, déjà, je vous remercie pour cette invitation de partager avec vous ce carrefour de la migration. Le Maroc a-t-il vraiment besoin de nouveaux arrivants sur son sol? Alors, en tant que migrant, peut-être, je dirais que le Maroc est sur le chemin de passage. Parce que celui qui quitte de son pays, de l'Afrique centrale ou bien de l'Afrique de l'Ouest, dit qu'il va en Europe. Donc, le Maroc est sur le passage pour un avenir, mais pour un meilleur avenir. Donc, que le Maroc le veuille ou pas, il y aura toujours de nouveaux arrivants sur son sol. Bon, de savoir si vraiment il en a besoin, je pense que si il en a besoin, parce qu'en fait, en analysant la question en profondeur, le Maroc a été et reste un pays de migration. Que l'on ne veuille ou pas, le Maroc a été construit sur la migration et par la migration. Il suffit de voir de près les peuples qui le constituent. Ils sont de plusieurs races, de plusieurs ethnies et religions. Nous pouvons aussi voir à travers le discours de Sa Majesté quand il cite l'histoire des Juifs marocains est une illustration ô combien éloquente portée par les sultans et les rois du Maroc. Elle est le récit d'un destin croisé, d'une continuité historique qui, en tout temps, considérait les Juifs comme des citoyens marocains ayant les mêmes droits égaux et complets et que leurs frères musulmans, dont les Juifs et les Marocains se côtoient au quotidien, s'enrichissant les uns des autres et s'imprégnant de leur éducation respective. Donc, en fait, en réalité, la cohabitation religieuse est tangible. Les mosquées, on les trouve partout, les synagogues, les églises de maison, de beaucoup de différentes religions et dans beaucoup de villes du Maroc. Et aussi, c'est cette image que nous souhaitons dessiner dans l'esprit des enfants, donc, comme un héritage que nous voulons leur léguer. Donc, la question généralement que je pense qu'il faut se poser, c'est comment est-ce qu'il faut gérer le flux migratoire, puisque les migrants, ils arrivent toujours. Même si dans certaines politiques,
on essaie d'ériger les barrières, mais les migrants, ça ne va pas empêcher la migration de continuer son travail. Et en dehors de ça, les migrants qui arrivent, ils ont une valeur ajoutée. Si je prends par exemple le REFIM avec les activités qu'ils font sur le terrain, dans des écoles, nous avons initié des projets où nous embauchons des animateurs marocains pour le faire. Or, l'idée de dire que non, les migrants viennent pour prendre notre place, pour prendre notre travail, non, le migrant a une valeur ajoutée parce qu'ils viennent, ils créent une entité et puis ils font travailler les Marocains aussi. Donc, du coup, il y a une valeur ajoutée dans ce que les migrants arrivent. Donc, il n'y a pas de raison pour dire que le Maroc n'aura pas besoin de migrants. Il en a toujours besoin et il est construit sur la base de migration. Là, je vous remercie. Merci. Merci pour ce propos clair et cet argumentaire. Après, sur les questions des Juifs marocains, les Juifs marocains étaient les premiers qui étaient là. C'est les musulmans, c'est un mélange et un mélange qui s'est fait au fil de temps et ça montre même la complexité qui était la première, en tout cas. Les Juifs marocains étaient les premiers qui étaient là. Ensuite, il y a eu les Arabes, etc. Mais en tout cas, vous avez raison de mentionner cette histoire du pays qui est basée sur un mix entre population arabe amazigh, d'Afrique subsaharienne et toute cette histoire assez complexe, de tout comme chaque pays d'ailleurs. L'histoire est assez complexe, mais elle donne lieu au Maroc qui est aujourd'hui, à ce pays-là, avec sa diversité culturelle, ethnique, linguistique, et qui continuera à être la base de la diversité du royaume, d'ailleurs inscrite dans la constitution, de la préambule de la constitution marocaine. L'Amir Oufrani de la GIZ, je voudrais vous poser la même question. À vous la liberté de nous répondre de votre point de vue, que ce soit du genre, de l'économie. Je vous remercie. Le micro, on ne vous entend pas très bien. L'Amir. Allez-y, essayez maintenant. On va attendre que le mien puisse résoudre son petit souci technique avec le micro et on revient vers vous dans un petit moment. Donc, je reviens à M. Bnani du HCP. Vous avez réalisé une étude durant la pandémie sur une population qui sont les réfugiés. Une des catégories des personnes arrivées, qui arrivent ici, c'est une migration un peu forcée. Sur cette population-là, vous avez étudié un peu leurs conditions de vie durant cette période difficile, mais aussi leurs conditions socio-économiques qui nous intéressent ici. De quoi ils vivent, comment ils vivent, c'est quoi leur source de revenus. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu la synthèse de cette étude réalisée par le HCP? Donc, si Bnani va partager avec nous son écran, je vais demander à Adnan de partager l'écran, nous faire l'exposé, nous présenter l'exposé. C'est bon? Est-ce que vous voyez l'écran? Non, pas encore, je pense. Est-ce que vous voyez l'écran? Non? Pas encore. Donc, Je l'avais déjà partagé. Tout à fait. Alors, Monsieur Lki, Oui? veuillez cliquer sur le bouton écran partagé en bas. Écran partagé. Voilà. C'est là, en vert. En vert. Alors, c'est bon? Alors, partager l'écran. Normalement, ça prend quelques secondes et ça marche.
C'est bon maintenant? Ça marche. C'est bon? Oui. Oui. Donc, merci, Monsieur Salahdine. Je suis toujours heureux, content de pouvoir partager avec vous le résultat un petit peu saillant de cette enquête qu'a réalisé le HCP en partenariat avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. C'est une enquête, je dirais, qui a été réalisée pendant le confinement et qui visait à qui visait justement à un peu s'enquérir de la situation, je dirais, sociale, économique, source de revenus, emploi et tout ça pendant le confinement et les effets aussi psychologiques sur cette population. Alors, rapidement, puisque M. Salahdine m'a demandé de raccourcir un petit peu la présentation, je dispose de 10 minutes, donc je vais essayer d'aller très vite pour laisser le débat par la suite. Donc, c'est un échantillon de 600 ménages qui a été enquêté et la méthode de collecte était la collecte assistée par tablette. Et là, je vais un petit peu remercier et saluer deux institutions et deux populations. Remercier tout d'abord le HCR qui nous a fourni une liste et une base de données téléphoniques parce que on pouvait pas réaliser l'enquête en face à face et donc le seul moyen disponible était le téléphone et donc le HCR nous a fourni une base sur laquelle on a tiré les 600 ménages, une base téléphonique, je dirais. Et je vais aussi remercier toutes les personnes qui ont bien voulu répondre à ces questions, malgré, je dis bien malgré tous les problèmes qu'ils ont rencontrés et qu'ils rencontrent toujours parce que vous l'avez bien dit, M. Salahdine, c'est la migration forcée. Donc, ils étaient forcés de venir ici s'installer au Maroc. Alors, concernant les caractéristiques de la population des réfugiés, on voit que 6 réfugiés sur 10 sont des hommes et les 2 tiers sont âgés de 18 à 59 ans. Un réfugié sur 2 au Maroc est d'origine syrienne. Les villes de Rabat, Casablanca et Oujda abritent le tiers des réfugiés et la ville de Rabat elle seule abrite 14,6% des réfugiés. Maintenant, les réfugiés au Maroc vivent dans 2168 ménages. Alors, par ménage, on entend le ménage au sens statistique. C'est-à-dire, c'est un ensemble de personnes qui vivent sur le même toit, qui partagent un petit peu les dépenses routinières d'alimentation, de dépenses d'habitation, etc. Maintenant, ce qu'il nous a donné le HCR, ce sont des points focaux et pas des ménages. Alors, la taille moyenne, c'est-à-dire le nombre de personnes existant dans les ménages, c'est 3,4 personnes. Les Syriens viennent en priorité avec 5,2 personnes et les Sud-Soudanais avec seulement 2,2 personnes. Un chef de ménage réfugié sur 2 dispose d'un titre de séjour valide au Maroc. Maintenant, les caractéristiques des chefs de ménage réfugiés. Environ un ménage sur 6 est dirigé par une femme et c'est le même ratio qui existe pour la population marocaine parce que c'est de l'ordre de 17-18% des ménages qui sont dirigés par des femmes au niveau national pour la population marocaine. Les 2 tiers des chefs de ménage sont âgés de 25 à 49 ans et plus de la moitié des chefs de ménage réfugiés sont célibataires. Ces chefs de ménage se caractérisent par un niveau d'instruction élevé,
puisque près de la moitié des chefs de ménage réfugiés ont le niveau d'enseignement supérieur. Et les sans aucun niveau ne dépassent pas les 10%. Plus d'un chef de ménage sur 5 est en situation de chômage. Le salariat et le travail indépendant prédominent le statut professionnel. Les services et la construction sont les principaux secteurs d'activité des réfugiés. Alors maintenant, venons au comportement des réfugiés dans le contexte du confinement. Il y a eu un respect total du confinement sanitaire par les réfugiés au Maroc. Alors 70% se sont confinés depuis l'adoption de l'état d'urgence sanitaire et 23% depuis la fermeture des écoles. Donc, en somme, c'est un respect total du confinement de la part de la population des réfugiés. Alors, comment ils se sont comportés? Alors, s'approvisionner ou régler des affaires personnelles sont les principales raisons de la sortie du domicile. Large connaissance des symptômes de la pandémie par les réfugiés, une adoption généralisée des gestes barrières contre le Covid. Plus des 2 tiers des réfugiés sont informés des numéros verts d'assistance et les attitudes en cas d'apparition des signes, c'est le confinement et appel au numéro vert à raison de 62%, se rendre à une unité hospitalière à raison de 25% et le recours à l'assistance des proches, seulement 3%. C'est-à-dire comme support d'information qu'utilisaient ces réfugiés pour s'informer de l'état d'avancement de cette pandémie, ce sont les réseaux sociaux et la radio et la télévision nationale qui étaient les principales, je dirais, sources d'information. Un approvisionnement normal en produits alimentaires de base et prix qui était considéré parce qu'on leur a posé la question comment vous avez un petit peu vu l'évolution des prix. Et la plupart ont remarqué que les prix de base étaient stables, il n'y a eu pas de changement. Les 3/4 des ménages ont disposé d'une autorisation exceptionnelle de sortie. Vous avez encore 3 minutes. 3 minutes, d'accord. Donc, je vais laisser ça à... Alors, accès à l'enseignement à distance. La moitié des ménages réfugiés ont des membres scolarisés. Les membres de 8 ménages sur 10 ont suivi des cours à distance. Et 3 ménages réfugiés sur 10 sont très satisfaits des canaux de formation à distance. Je vais essayer d'aller plus rapidement. Si vous pouvez aller dans l'aspect économique, parce qu'il y avait des choses sur le revenu qui étaient intéressantes. D'accord. Donc, l'anxiété, alors, l'aspect économique, le confinement sanitaire n'a pas empêché les réfugiés d'accéder aux services sanitaires et près du tiers des réfugiés ont accès aux médicaments pris en charge par le HCR. L'impact psychologique, je dirais, l'anxiété, la dépression et la peur à raison de 52%, et le sentiment de privation de liberté et le manque de sommeil étaient, je dirais, les principaux facteurs d'impact psychologique du confinement sur les réfugiés. Maintenant, tout ça, je vais passer. Où est-ce qu'il est la source de revenus? Je ne sais pas où est-ce qu'elle a sauté la source de revenus. L'effet du confinement sur les rapports familiaux. La moitié des réfugiés jugent normal les relations entre les membres de la famille. Les relations des réfugiés avec le voisinage étaient tout à fait normales. Et les occupations créatives des réfugiés pendant